Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Jean-Claude Dacier, Bruno Jeudi de Paris Match et Salter de Marianne. On va écouter le président Zelensky. Il s'est rendu à Boutcha, dans cette petite ville tout près de Kiev, où des massacres de civils se sont déroulés. On l'écoute. Chaque jour, lorsque nos combattants parviennent à reprendre des territoires à l'occupant, vous voyez ce que les Russes ont fait. Il s'agit véritablement de crimes de guerre. Et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Nous savons que des milliers de personnes ont tué, torturé, déchiré des membres, violé des femmes et tué des enfants. Jean-Claude Dacier, une nouvelle fois, il dénonce ces crimes de guerre et il y a la demande de sanctions derrière. L'embargo sur le pétrole et le gaz russe, il est évoqué régulièrement. L'Allemagne a semblé dire aujourd'hui, on pourrait s'en passer, et très très vite a rectifié le tir en disant non, on ne peut pas s'en passer. Que peuvent décider les Européens comme sanctions, nouvelles sanctions? Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais ce qui est sûr, c'est que pétrole et gaz, c'est combien? 800 à 850 millions jours de recettes, et pas des roubles, hein. Pas des roubles, dollars ou peut-être euros qui tombent dans la poche enfin non pas de Vladimir Poutine, mais dans la poche du budget russe. Donc ça doit quelque part alimenter évidemment l'effort de guerre. Le reste, c'est pas très important. Moi, je veux bien qu'Auchan plie bagages et mette quelques milliers de Russes au chômage ou que les Chinois viennent remplacer Auchan. Je pense que leur attitude est assez raisonnable. Il ne faut pas que l'émotion nous conduise non plus à faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la seule façon de taper fort, mais c'est le gaz et c'est le pétrole. Mais il y a un problème tout bête, tout simple, que l'on doit à Mme Merkel. Je ne veux pas l'accabler, les Allemands s'en chargent depuis plusieurs semaines maintenant. Ils dépendent absolument, pour combien? Plus de 50% de la fourniture de gaz russe pour faire fonctionner leur pays. Donc ils en trouveront dans les mois ou années qui viennent, ils en trouveront ailleurs. Mais 50%, c'est énorme. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Le pétrole, il pourrait sans doute, puisque les affaires avec l'Iran semblent s'arranger. Donc il va y avoir une libération de quelques millions de barils jour libérés par l'Iran, probablement, aux grandes dames des Israéliens. C'est un autre débat. Mais le gaz, c'est la difficulté pour les Européens. Donc de nouvelles sanctions. Bon, je pense que Zelensky exagère un peu quand il parle du génocide, etc. Il est dans son rôle, il en fait beaucoup. Il faut aussi qu'il réfléchisse à l'idée que les Américains vont lui fournir, tant qu'il en aura envie et besoin, vont lui fournir des armes et pas n'importe lesquelles. Ça promet une guerre longue, mais en même temps une guerre qui va faire de nombreuses victimes, qui va se concentrer, je ne sais pas de 20, mais probablement sur l'Est, sur le Donbass. Est-ce qu'ils vont essayer de conquérir Odessa, après Mariupol? Est-ce qu'ils vont tenter le coup d'Odessa? Si c'est ça, ma chère Laurence, on est là sur la guerre d'Ukraine pour de longues, peut-être mois, peut-être années. Oui, au Salter. Sur le gaz et sur l'électricité, Emmanuel Macron parle souvent de souveraineté européenne. Et là, je vais plutôt prendre le mot indépendance, parce que souveraineté, c'est politique. Indépendance, c'est la façon dont vous pouvez vous approvisionner par vous-même, être autosuffisant dans vos approvisionnements et ne pas dépendre de la Russie. C'est pas un problème français, c'est un problème allemand, un problème de plusieurs pays européens en général, mais ce n'est pas un problème français dans la mesure où la France, même pour le gaz, nous dépendons assez peu de la Russie, 17%. Nos gazoducs viennent essentiellement de la Norvège. La première source d'importation de gaz pour la France, elle vient de Norvège. Sur l'électricité, nous sommes évidemment indépendants grâce à l'énergie nucléaire. Oui, là où effectivement Angela Merkel a fermé les centrales nucléaires de son pays et où les Allemands ont construit des gazoducs qui viennent de la Russie. Non mais on est d'accord, mais ça demande de se mettre d'accord. Comme d'habitude, on en revient souvent au même point dans les débats européens, entre la France et l'Allemagne, dont les sources d'approvisionnement ne sont pas les mêmes et où donc la réflexion stratégique ne sera pas du tout la même. C'est pour ça que je dis que le problème est avant tout allemand, que les Européens s'en parlent entre eux, c'est évidemment une bonne chose, qu'ils s'en parlent à l'écart évidemment de la Russie qui est bien occupée par sa guerre, à l'écart aussi des États-Unis qui ne sont pas sans regarder ce que le marché européen pourrait leur attirer comme bénéfice si la Russie vient à être chassée des marchés européens, parce que nous ne voulons plus en dépendre, ce qui est logique. Mais là, ce que vous dites, Louis, c'est que là vous raisonnez au niveau français, sauf que cette question-là maintenant elle est discutée au niveau européen, c'est-à-dire que les pays, alors beaucoup des pays, notamment ceux qui sont le plus proches de la Russie,
en gros, plus on s'en approche, plus on est pas loin des 100% de dépendance, notamment pour certains pays baltes, 80-90 pour l'Autriche, la Pologne, un peu moins pour l'Allemagne, effectivement, et beaucoup moins pour la France. Mais c'est une discussion européenne, et d'ailleurs la preuve, puisque les Européens ont déjà décidé d'une réunion à haut niveau mercredi entre les ministres des Affaires étrangères pour faire simple, pour envisager cet embargo, puisqu'il y a beaucoup de pays qui se positionnent maintenant par rapport à cet embargo. Et quelque part, Emmanuel Macron, il ne peut pas non plus être un peu en dessous de la main sur cette question, sauf qu'à mon avis, et là on est un peu obligé de parler de politique intérieure, voire de présidentielle, désolé Laurence, c'est que cette affaire a aussi un impact sur la campagne présidentielle où les candidats n'ont pas la même approche sur cette question. Il y a ceux qui sont pour l'embargo, en gros Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et ceux de gauche, pour faire simple, et encore ils étaient assez dans l'ensemble plutôt un peu en dessous de la main la semaine dernière, et puis il y a ceux qui sont contre, Marine Le Pen en tête par exemple, donc ça peut devenir aussi, il n'y aura pas un débat, mais c'est un sujet de politique, et c'est un sujet évidemment peut-être qui va s'inviter dans cette fin de premier tour et début de... C'est déjà invité. C'est déjà invité, il était déjà fort, mais avant en gros c'était l'argument que développait Louis à l'instant, c'était oui mais nous Français l'impact est moins fort, au fond 17% pour le gaz et le pétrole russe, on peut s'en passer, c'est vrai, sauf que c'est une question européenne. Pour l'instant les nouvelles sanctions comment dire, vont être supportables pour les Russes, puisqu'après les Allemands, il semble que la France ait décidé d'expulser également un certain nombre de diplomates russes en poste à Paris, envoyés en Russie. Mais c'est quand même... Les conséquences de cette guerre en Ukraine sont assez fascinantes quand même. On est en train de voir peut-être l'Europe se mettre à exister plus fortement que jamais. On est en train de voir l'Allemagne abandonner 80 ans de prudence militaire en disant pas nous, pas ça. Avec Hitler, on a payé pour 10 générations. Et acheter des avions américains. Acheter des avions américains. Et voilà, j'avais un troisième point que j'ai oublié. Mais si, le réarmement de l'Allemagne aussi, ce que je viens de dire. Donc ça fait quand même de modifications sensibles et fortes. On verra si c'est bien ou pas bien pour l'Europe dans laquelle nous vivons et qui a tendance même parfois à oublier un peu ce rôle qui devrait être le sien. L'Europe se réveille. L'Europe est en train d'essayer de se trouver des terrains d'entente commune et de surmonter les divergences qu'il peut y avoir. C'est déjà assez positif. Il y a au moins ça de positif. Et sortir de la naïveté. Non, mais tout à fait. Absolument. Il a fallu, sur le plan économique, il a fallu les panneaux solaires chinois et toutes les importations d'autres pays qui venaient concurrencer les produits européens, produits avec des normes supérieures, un endroit du travail bien supérieur, et même la Commission européenne a commencé à sortir de la naïveté en actant le fait que l'Europe devait être pas seulement un marché, mais une puissance qui allait se défendre contre le dumping social. Et là, maintenant, il y a la fin de la naïveté militaire et stratégique avec la guerre à nos portes, effectivement. Donc il n'y avait pas... malheureusement, ça a dû arriver pour que les chefs d'État européens réfléchissent à ciel ouvert et dans l'urgence à leur autonomie, et y compris leur autonomie militaire. Mais là, on est quand même sur des questions qui ne vont pas se régler en un jour. Il est vrai que l'Allemagne a déjà fait un pas assez hallucinant, mais en l'espace de quelques jours, au début de la guerre, fin février, notamment avec l'achat d'avions supplémentaires. Et là, on tombe sur l'écueil qui risque d'être au cœur des débats, des discussions franco-allemandes et européennes au-delà, qui est que l'Allemagne, pour se fournir en matériel militaire d'urgence, ça va au guichet américain, au lieu, alors que nous avions des projets de co-développement d'armes en cours, un programme d'armement, des ASF notamment, qui était mal embarqué, mais c'était quand même une occasion de voir si on pouvait pas faire des choses ensemble. Ça sera pas le cas pour cette occasion-là, mais ça ouvre tout un champ de réflexion sur la manière dont on pense une autonomie stratégique européenne, puis la manière dont on s'équipe. Et j'ai oublié tout à l'heure le renforcement de l'OTAN, la réexistence. Macron l'avait mis dans le coma, ce qui n'était pas complètement faux, puisqu'on n'avait plus d'ennemis. On savait plus très bien où était l'ennemi. On avait des forces de l'OTAN partout, mais on ne savait plus très bien où était l'ennemi. On a redécouvert un ennemi, bon ou pas bon, on verra, mais c'est la Russie. Et donc l'OTAN se renaît je dirais pas de ses cendres, mais d'un certain engourdissement ou endormissement. Il faudra bâtir en Europe un accord
un accord, une esquisse d'accord de défense qui soit complémentaire de l'OTAN. Déjà, il va se passer des choses quand même. Renforcer nos armées nationales. Oui, absolument. On n'est pas les plus mauvais. Oui, mais on n'est pas les meilleurs non plus. Bruno Jeudi, c'est un sujet d'enjeu pour la campagne électorale ou pas ? À la marge, quand ça touche le pouvoir d'achat. Oui, alors sur la partie pouvoir d'achat, on voit bien comment Marine Le Pen a sans doute le mieux exploité l'aspect des conséquences de la guerre en Ukraine sur le pouvoir d'achat, des Français. Après, la question strictement ukrainienne, de mémoire, dans les différentes enquêtes qui sont faites, ça n'apparaît pas comme un des déterminants majeurs du choix des Français, qui reste quand même sur pouvoir d'achat, notamment comme premier enjeu. Il faut reconnaître aussi qu'Emmanuel Macron, qui était à 24-25 au début de la guerre, a fortement progressé, redescend. Mais il est quand même encore au-dessus de son niveau précédent. Donc ça lui a profité, notamment auprès des personnes les plus âgées de droite qui ont changé de candidat et sont passés sur Emmanuel Macron. Donc ça a quand même eu des conséquences. Et l'histoire de cette présidentielle 2022 sera marquée par la guerre en Ukraine, qui aura trop perturbé la campagne, qui aura fait des mouvements à l'intérieur pour chaque candidat, en hausse ou en baisse, et ça aura un effet sur le résultat du premier tour. On continue à en parler dans un instant dans Punchline avec vous trois. À tout de suite, on fait une toute petite pause.